Merci beaucoup pour cette présentation. Vous avez montré l'importance des efforts qui sont devant nous. Vous avez montré la place des intercommunalités, notamment dans cette ambition. On va, avec les intervenants de la table ronde que je vais inviter à rejoindre la tribune, essayer d'approfondir ces sujets. Monsieur Peillon, vous avez la possibilité de rester quelques minutes avec nous et on vous en remercie. Donc on vous propose de participer au début de cette table ronde. Vous devrez nous quitter dans une trentaine de minutes, je crois, sur ce que vous avez dit. Et on peut peut-être aussi, le temps que les intervenants viennent, voir si par rapport aux propos de Monsieur Peillon, il y avait des questions ou des remarques que vous voudriez déjà formuler. Et j'en profite, Romain, si tu veux bien t'approcher. Donc Romain Gaspard qui va animer la table ronde, qui est journaliste à la Gazette des Communes, donc qui est un de nos deux partenaires de cette journée finance. Romain, et puis les autres intervenants, si vous voulez bien aussi vous approcher. Est-ce qu'il y a des questions pendant que les intervenants viennent? Il y a un micro qui va passer. Merci, Carole. Juste devant. Olivier, si tu veux bien te présenter et puis formuler ta question. Oui, bonjour. Oui, ça marche. Bonjour, Olivier Landel. Je suis le directeur général de l'AFL, la Banque des collectivités. Une question pour Antoine, mais peut-être que je prends sur la table ronde ou peut-être la question serait venue elle-même. En fait, les tableaux de chiffres que tu as montrés, on les avait vus il y a quelques années, enfin quelques mois, au niveau de l'État. On les voit de plus en plus au niveau des régions. Tu as dit qu'on pouvait sans doute s'en inspirer pour les voir au niveau de l'échelle intercommunale. Par ailleurs, ça a été évoqué ce matin, il y a un travail qui a été fait, qui est le travail des CRTE, avec le R qui est devenu réussite, de la transition écologique. Donc, il me semble qu'on est sur le même sujet. On a entendu ce matin que le vrai sujet pour les collectivités locales, c'était d'avoir un minimum de visibilité, notamment vis-à-vis des engagements de l'État, et que tous les hexagones que tu as montrés, tu as dit toi-même, il y avait peut-être un peu de fouillis dans tout ça, et plein de sources dont on a dit qu'elles étaient incertaines ce matin, notamment les sources d'investissement. Donc, est-ce qu'il y a des travaux sérieux qui ont commencé aujourd'hui de rapprochement entre la NCT et le SGPE sur donner un contenu de transition écologique, donc avec des engagements physiques qu'on voit qu'on est capable de prendre, combien de kilomètres de réseaux pour faire des pistes cyclables, combien de bâtiments rénovés, etc., liés à un engagement financier de l'État sur une période rechallenger peut-être à mi-mandat en fonction des atteintes ce que physiquement on sait qu'il faut faire et qu'on s'engage à faire. Est-ce que ça te paraît être une piste possible? Est-ce que des travaux ont commencé dans ce sens-là aujourd'hui? Oui, je vais être très rapide parce que du coup, pour pas passer sur la table ronde. Alors, donc oui, il y a des travaux qui ont commencé. Et d'ailleurs, tous les travaux sur la nouvelle vague des CRTE, elle est aussi adossée à ce que sont les résultats des plans d'action des COP régionales. Je tiens à saluer la COP Grand Est en particulier, avec Boris à mes côtés, mais toutes les autres aussi nécessairement. Même si du coup, il faut être précautionneux quelque part, parce que le but n'est pas de se dire, de ne pas tout conditionner à tout. On veut un minimum de pragmatisme et finalement, il y a des régions où les plans d'action sont trop imprécis, sur lesquels c'est difficile de faire le lien clair avec le CRTE. Donc, je dirais l'idéal, et vers quoi on tend, c'est qu'il y ait le maximum de cohérence entre toutes ces grandeurs physiques que j'ai déclinées ici, appropriées au niveau local. Et donc, du coup, derrière, il y a peut-être des répartitions un peu différentes. Et c'est ça qui soit contractualisé dans le cadre des CRTE. Et donc ça, c'est un travail qui est en cours de rapprochement aussi. Après, sur la question de la visibilité pluriannuelle du financement, c'est quelque chose qu'on essaye de travailler et qu'on porte. Dans le contexte actuel, honnêtement, ce n'est pas évident de donner cette visibilité-là et je n'arrive pas avec une meilleure nouvelle que celles qui ont été données ces derniers jours sur la visibilité pluriannuelle. Après, il me semble qu'une des façons d'y répondre, c'est aussi de travailler sur les modèles économiques. C'est ce que j'ai essayé d'expliciter très rapidement en fin de mon propos. Et donc, il peut y avoir, indépendamment des cas de subvention pure, des sujets, des projets, des modèles, des montages, des sociétés publiques locales, des SEM, des sources de revenus qui nous permettent du coup d'arriver à se projeter en pluriannuel. Et c'est ça aussi qu'il faut qu'on cherche à attraper le plus précisément possible. Bonjour à tous. On va
entamer cette table ronde sur la question donc, du prochain mandat. On va essayer de se projeter. Pendant les vœux, Sébastien Martin disait que 2025, c'était déjà une année de préparation des élections municipales et intercommunales. On l'a vu avec la présentation d'Antoine Peillon, qu'il y a un quart des efforts qui sont aux mains des collectivités, avec un besoin de dégager des marges de manœuvre supplémentaires pour remplir les objectifs de 2025. Et donc, on va commencer sur ce chantier de la transition écologique et puis après d'autres, fiscaux, simplification, pour voir un petit peu, pour le prochain mandat, qu'est-ce qui peut être attendu et quelles sont les marges de manœuvre pour les intercommunalités. Peut-être pour commencer, Boris Ravignon, sur la présentation d'Antoine Peillon et ses efforts. Vous disiez, lorsqu'on préparait cette table ronde, qu'il y avait des questions pour avoir les bons outils et encore des questions de financement. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu votre point de vue ? Oui, effectivement, je pense qu'on a, quand on voit les objectifs et on détaille, Antoine Peillon l'a fait tout à l'heure, les montants d'investissement qu'on a réalisés, c'est vraiment extrêmement important de bien comprendre que chacun finalement des sujets d'investissement n'est pas analogue à l'autre et mérite d'être traité spécifiquement. Je ferai pour le coup vraiment un distinguo, alors je ne sais pas s'il recoupe les tableaux et les dernières planches qu'on a vus, mais entre ce qui relève de la transition énergétique, où il y a quand même un gain en consommation et donc derrière, surtout si on y fait l'hypothèse de prix croissant de l'électricité ou des énergies, il y a quand même un gain qui est réalisé et donc il y a un retour sur investissement qui est assez rapide et généralement des taux de rendement qui sont plutôt bons. C'est-à-dire que quand même si ça c'est pas immédiat, quand on travaille sur l'isolation de ces bâtiments ou quand on remplace, c'était notre cas, les LED par des LED plutôt tout le réseau d'éclairage public d'une ville, eh bien, on a des gains de consommation qui sont massifs. Sur le changement du mode d'éclairage chez nous, c'est 83% de baisse de consommation. Donc assez vite, on a un retour sur les investissements. Et aujourd'hui, je trouve que l'État est bien souvent réduit à traiter ce type d'investissement des collectivités avec un seul outil qui est celui de la subvention. Alors la subvention, c'est très bien quand il s'agit d'améliorer et de faire passer le taux de rendement, lui faire passer un cap et d'améliorer la rentabilité. Mais quand on est en réalité une rentabilité qui est déjà bonne, un payback qui va être autour d'une douzaine d'années, c'est-à-dire qu'au bout de 12 ans, on a remboursé l'investissement qu'on fait, en réalité, le problème qu'on a, c'est un problème de financement. Et donc un problème de traitement comptable derrière de cette dette qu'on prend, qui a... que de bonnes raisons d'être là. Et par rapport à la dette des collectivités, c'est une dette qui a... clairement un retour sur investissement extrêmement important et très utile, sans même parler de l'utilité sociale ou socio-économique, il y a une utilité, un retour financier qui est important. Et donc vraiment, moi je voudrais appeler à ce qu'on identifie mieux les bons moyens de nous aider. Aujourd'hui, quand je me tourne vers mon préfet et que je lui réclame, parce que c'est la seule solution, du fonds vert pour traiter un investissement comme celui-là, de quelques années sur le réseau d'éclairage public, eh bien, je pense qu'on dévoie la subvention dans un domaine où, en réalité, c'est plutôt la Banque des territoires qui devrait venir me proposer des crédits. Alors ils l'ont fait en partie avec des dispositifs d'intracting, des choses comme ça qui permettent de couvrir en partie les investissements, mais j'ai un vrai problème, moi, plus de financement que d'améliorer la rentabilité des investissements. Et donc je crois qu'on doit ouvrir aujourd'hui ce débat-là sur les 60 milliards, si on en est à 16 pour les collectivités. Ces 16, il faut bien le comprendre, qui s'ajoutent à tout ce qu'on fait déjà, et qui s'ajoute donc dans un certain nombre de collectivités au stock de dettes qu'on a déjà. Et donc vraiment, je pense que la question et des outils et du traitement comptable, tu ouvrais un peu le sujet en parlant de SEM et en parlant de dispositifs qui peuvent aider à déconsolider cette dette. Mais il y a vraiment un sujet de si cette dette, elle doit s'ajouter, elle doit venir finalement dégrader les ratios financiers des collectivités, on va atteindre assez vite un seuil qui sera un plafond et infranchissable. On a mis les deux pieds dans le débat. Je n'ai pas présenté chaque intervenant, donc je vais le faire tout de suite. Boris Ravignon, donc, président d'Ardennes Métropole. Thomas Fromentin, à côté, président de l'agglo Fouac-Varilhes. Marion Feutet, d'ICAT-CE, directrice de programme collectivité et adaptation au changement climatique. Non. Ça marche ? Oui. Non, je suis chercheuse dans le programme territoire de l'Institut de l'économie pour le climat. Et Caisse d'épargne avec Aurélie Richet, donc directrice du programme Green et ESG, et Sabrina
Boutet-Toup, que je n'écorche pas les noms, donc directrice adjointe du secteur public et projet de territoire et de la Caisse d'épargne Île-de-France. On était donc sur ces questions de financement. Peut-être quelques perspectives complémentaires avec I4CE, où vous avez aussi pas mal travaillé sur ces questions-là, et on voit qu'il y a un certain nombre de travaux qui se recoupent. On disait un quart. Concrètement, est-ce qu'on peut rentrer un peu dans le détail sur ce quart d'effort nécessaire aux mains des collectivités ? Oui, donc dans les études qu'on fait à l'Institut de l'économie pour le climat, on essaye justement de mieux connaître et de mieux savoir quels sont les investissements climat réalisés par les collectivités et qu'est-ce qu'il faudrait faire. Donc on a regardé depuis 2017 quels étaient les investissements climat réalisés par les collectivités. Et ce qu'on peut voir, c'est que ces investissements, ils augmentent sur la période. Donc ça veut dire que les collectivités, elles investissent plus pour la rénovation énergétique, elles investissent plus pour les infrastructures de transport, voilà, etc., la modernisation de l'éclairage public, tout ça. Donc c'est plus 44% sur la période entre 2017 et 2022. Donc c'est déjà une très bonne nouvelle et on peut s'en féliciter tous collectivement. La raison de cette hausse, de cette augmentation, elle se retrouve dans deux facteurs. La première, c'est que les investissements climat ont été tirés par le fait que les investissements locaux étaient dynamiques. Donc le fait que les investissements locaux étaient dynamiques a tiré cette hausse des investissements climat. Et la deuxième, c'est qu'il y a une priorité qui a été donnée dans les investissements locaux à la transition écologique. On le voit dans la part dédiée aux investissements climat, dans la part des investissements totaux. En gros, cette part dédiée au climat, elle augmente. Elle passe de 9% en 2017 à 13% en 2022. Donc voilà, on voit qu'il y a eu un shift qui s'est fait dans les orientations des investissements locaux. Ça, c'était la bonne nouvelle. La moins bonne, c'est que ce n'est pas assez. On l'a vu dans la slide présentée juste précédemment. Donc on estime qu'il faut doubler l'effort actuel. Alors nous, on a des chiffres un petit peu différents, mais c'est parce que vous intégrez l'eau et les déchets. Et nos chiffres sont pareils, hein, donc il faut doubler hors adaptation. Donc c'est-à-dire qu'il y a un effort conséquent à faire et peut-être que cet effort va être même supplémentaire si on intègre les enjeux d'adaptation au changement climatique dans les évaluations. Cet effort, il est particulièrement vrai au niveau communal et intercommunal, du fait que le bloc communal pèse lourdement, dans le bon sens du terme, dans les investissements locaux. Et donc la question qui se pose, c'est en effet de comment financer ces investissements-là. Ce qu'on a étudié sur cette période-là, c'est qu'il y a deux conditions qui sont à remplir pour que l'investissement climat soit au rendez-vous de l'effort à fournir. Et la première, c'est de maintenir les investissements locaux, donc de maintenir cette dynamique qui va tirer en fait les investissements climat. Donc dans ce sens-là, il y a toutes les questions autour du PLF que vous avez certainement évoquées ce matin, et il y a besoin de préserver la capacité d'investissement des collectivités pour pouvoir réaliser ces investissements climat-là. Et la deuxième condition, c'est de pouvoir maintenir la priorité aussi qui a été donnée à la transition écologique et même de la renforcer. Et ça se fera sous deux manières, on va dire. La première, c'est d'aider les mandats locaux à mieux prioriser, ou en tout cas de pouvoir éclairer ces choix-là. Ça peut être fait en effet avec l'outil budget vert par exemple, mais d'autres outils également. Et la deuxième, c'est de bien évidemment aussi soutenir ces mandats locaux-là dans leurs choix, dans les choix délicats qui vont devoir être faits. Et ça, c'est questionné en ce moment puisqu'on voit que il y a eu une baisse des crédits pour la mission écologie, il y a une baisse du fonds chaleur, il y a une baisse du fonds vert, et donc ça envoie des signaux qui font que la transition écologique ne semble plus être la priorité actuellement dans les choix budgétaires qui sont faits. Donc bien évidemment, la planification écologique et sa territorialisation vont pouvoir aider ces discussions-là et voir comment collectivement on peut s'assurer que les investissements climat locaux soient bien réalisés.
Thomas Fromentin, c'est l'une de vos inquiétudes sur le prochain mandat, c'est la place de la transition écologique dans les intercos. Comment ça se passe dans la vôtre et quelles sont vos craintes précises? Effectivement, quand on a échangé, c'est ce qui m'est venu en premier, parce qu'il ne faut pas être aveugle pour voir que, à l'échelle mondiale, mais aussi à l'échelle nationale, il y a une sorte de reflux de l'enjeu de la transition écologique. Il y a des discours de plus en plus persistants, insistants là-dessus, et qui ont tendance à imprimer. Donc, de mon point de vue, c'est une inquiétude, parce que je pense que, pour le coup, je rejoins ce que disait la ministre Pannier-Runacher ce midi, c'est qu'il y a un enjeu environnemental en tant que tel, de rester longtemps sur cette planète, mais il y a, on le sent bien, de plus en plus un enjeu de souveraineté nationale et de souveraineté européenne. Donc je pense qu'effectivement, il y a cet enjeu. Mais ce que ça veut donc dire qu'il va falloir tenir, et pour tenir, il me semble il faut qu'on arrive à avancer sur 3 questions. La question réglementaire, ça a été dit au moment des vœux, je pense qu'on le ressent de plus en plus localement. Il y a une sorte de superposition, d'entrecroisement, de non-lisibilité, la question réglementaire sur les enjeux écologiques et sur d'autres. C'est ce qui malheureusement amène à des discours parfois à connotation populiste sur un certain nombre d'agences ou d'organismes d'État, parce que ça pèse. De mon point de vue, c'est important. Il y a un enjeu social. Comment on construit une transition écologique qui soit acceptable socialement, c'est la fameuse histoire, j'imagine que vous avez les mêmes collègues et les mêmes gens autour de vous qui vous disent la voiture électrique c'est bien beau, mais enfin quand pour la R5 il faut sortir 35 000 €, c'est quand même cher. Voilà. C'est évidemment, alors que ce sont souvent des discours un tout petit peu à courte vue, mais qui impriment également. Et puis, il y a derrière une question, et d'ailleurs, juste, soyez en passant, j'ai acheté une R5 parce que je trouve que c'est une super bagnole. Bon, mais ensuite, en matière financière, il y a vraiment une question financière également. Et c'est quand même pour ça que nous sommes là. Il y a la question des moyens, et en ce moment, forcément, la période actuelle crée une incertitude au niveau national qui se décline au niveau local sur la capacité des collectivités à maintenir leurs investissements en la matière. Il y a un enjeu de lisibilité, on en parlait juste avant. Comment on arrive à construire une lisibilité sur un sujet comme l'environnement qui se construit nécessairement sur plusieurs années et qui ne respecte pas la logique d'annualité budgétaire. Et puis sans doute, il y a un autre élément, et ça c'est à nous de le voir, c'est de voir nos investissements de manière un peu différente. On en parlait quand on a échangé. Si je prends l'exemple, par exemple, on est en train de rénover une médiathèque sur l'agglomération. C'est vrai que lorsque on fait l'effort d'avoir une réflexion en coût global de la rénovation d'un équipement, qui consiste à dire, quand j'arrive à prendre des subventions, sinon franchement ça ne marche pas, et que le reste à charge, en fait, la production d'énergie ou les économies d'énergie que je réalise vont couvrir le remboursement d'emprunt sur les 20 années à venir, vous ne voyez pas l'investissement de la même manière. Nous, en l'occurrence, on met du photovoltaïque sur le toit de la médiathèque, on la rénove en termes thermiques, et donc ça va faire des économies substantielles qui vont couvrir notre part d'emprunt. Voilà, quelques éléments. Boris Ravignon, vous vouliez réagir ? Oui, je voulais réagir pour prolonger ce que disait Thomas sur la question un peu de l'organisation, notamment des compétences. Ne serait-ce que parce que ayant travaillé à la demande du gouvernement sur la question de l'enchevêtrement des compétences et des responsabilités il y a quelques mois, il me semble que ça nous coûte assez cher, mais il y a une vraie perte d'efficacité aussi sur la mise en route de cette transition énergétique et écologique, à ne pas avoir attribué clairement des responsabilités au niveau administratif. C'est-à-dire qu'on vit, je crois, bien à tort, sur cette idée que les sujets les plus importants, il faut que tout le monde puisse s'en occuper. Alors c'est pour ça qu'en matière de compétences,
Le sport, la culture, la jeunesse, ce sont, y compris dans la loi NOTRe, qui avait recentré un certain nombre de compétences, eh bien, on les a laissées comme des compétences partagées. Je pense que c'est une erreur. C'est une erreur et ça aboutit à un vrai gaspillage et une dissémination de moyens, une dispersion des moyens. Et je crois vraiment qu'il faut qu'on identifie. On a ici Intercommunalité de France, mais je pense que le niveau intercommunal, il est largement vu comme l'outil, le bon niveau pour gérer, par exemple, les mobilités, un certain nombre de questions. Et je pense que le logement et la rénovation de l'habitat également. Et il faut qu'on arrive à organiser ça de manière un peu plus cohérente. Je prends juste un exemple qu'on a découvert en travaillant sur ces sujets d'enchevêtrement. On a une commune de France, alors je n'ai absolument rien contre elle, en plus je connais très bien son maire, c'est quelqu'un de sympathique, Saint-Jean-de-Védas, dans la banlieue de Montpellier. Eh bien, Saint-Jean-de-Védas, on peut avoir une aide à l'acquisition d'un vélo électrique communal, une aide métropolitaine, une aide départementale, parce que le département de l'Hérault aide aussi l'acquisition de vélos, une aide régionale et naturellement les 2 aides de droit commun de l'État sur tout le territoire. On en est à 6. Je ne crois pas que ce soit un outil, je ne crois pas que ce soit une chance pour accompagner la transition vers les mobilités durables que d'empiler à certains endroits les aides de manière comme ça désordonnée. Je pense qu'il faudrait bien mieux arriver à avoir effectivement une attribution claire de responsabilité. Sur les mobilités durables, la loi dit que le chef de fila, c'est les intercommunalités. On a beaucoup de mal à faire respecter cette démarche. Et avec les meilleures intentions du monde, tout le monde vient expliquer, l'État le premier, qu'il faut qu'il se mêle du sujet, sinon ça n'avance pas. Mais je crois qu'au bout du compte, c'est plus de confusion et des moyens qui, à mon avis, mériteraient d'être mieux utilisés si chacun savait ce qu'il a à faire. Antoine Peillon, on a vu une partie des critiques se cristalliser pendant le PLF sur le fonds vert. Vous qui avez une vision plus large des financements sur le prochain mandat, quelle place pour les intercos sur ce chantier? Et puis, est-ce que vous voyez des marges de manœuvre qu'on n'aborde pas assez et qui sont dans les mains des intercommunalités? Alors, grand débat, et je n'arrive pas forcément avec toutes les solutions là aujourd'hui, bien évidemment. Clairement, à la maille de l'intercommunalité, Boris le signalait, les autres interlocuteurs aussi, l'investissement, et par rapport au graphique que je vous montrais, tout ce qui est relatif au patrimoine, à une grande partie des transports en commun, en tout cas de ceux de proximité, à la question des réseaux d'eau, tout ça, c'est entre les mains des collectivités. Donc là, je dirais, avec vous tous, on est au cœur de la problématique et aussi des difficultés, parce que derrière, il faut trouver les ressources aussi pour pouvoir le financer. Alors, je mets un peu de côté des grandes infrastructures, je dirais, qui vont au-delà, et donc du coup, notamment régionales, notamment sur les questions de ferroviaire et autres. Mais déjà, avec tout le reste, il y a déjà beaucoup à faire. Je trouve dans les sujets, en tout cas les pistes, je trouve intéressantes d'explorer, au-delà des questions de modèle économique d'ores et déjà rentable que soulignait Boris Ravignon. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il y a un modèle économique qui existe et le sujet, c'est de le déployer. Là, il faut y aller massivement. Et donc, je pense qu'il y a déjà tout un premier champ, en tout cas, qui est d'investiguer tout cela et ça donne des marges de manœuvre. Deuxièmement, il y a un champ aussi de sujets où on a l'habitude de le voir avec un complément de subvention, mais peut-être que ça n'est pas toujours nécessaire. Je donne un exemple concret, qui est la question des réseaux de chaleur. Je me félicite, le premier, que le fonds chaleur ait été maintenu à 800 millions d'euros. Quand on creuse, il y a des fois où une avance remboursable pourrait suffire pour équilibrer un modèle d'affaires et qu'on n'est pas obligé d'avoir un gros montant de subvention. Ce n'est pas vrai dans tous les cas. Il y a des cas où, du coup, par la configuration géographique, par le déploiement, etc., on a besoin d'un complément pour équilibrer le modèle. Ça, je pense qu'il y a du travail au cas par cas à poursuivre pour pouvoir l'investiguer, pour pouvoir mieux le révéler. Et je pense que c'est important. Et puis, le troisième point, c'est un peu le modèle que décrivait Thomas Fromentin, c'est qu'il y a des sujets sur lesquels on voit qu'on va pouvoir avoir des économies de fonctionnement du fait de l'investissement qui avait été fait, mais qui vont s'étaler sur le long terme. Et là, ça renvoie, je regarde Olivier Landel en particulier, mais bien d'autres dans la salle aussi, à des questions aussi de financement, des questions finalement aussi de capacité à lever un financement, peut-être de le compter de façon un peu différente. Les sujets de décolonisation sont, à mon sens, font partie de la solution, de façon à ce qu'on puisse asseoir le remboursement des annuités sur des économies de fonctionnement
Ça ne vaut pas dans tous les coups, mais ça vaut déjà dans certaines catégories. Donc si on additionne ça, ce qui marche déjà, ces sujets aussi d'évolution de modèle et puis ces questions de déconsolidation et de financement long, on est capable, je pense, déjà d'appréhender une partie des solutions. On n'a pas fait le tour, mais on a avancé. Ça nous fait une transition avec la Caisse d'épargne et Aurélie Richet. En tant qu'une banque et une des banques importantes du financement des collectivités, quel rôle vous voulez jouer et quel levier vous proposez aux collectivités dans cette transition et dans ce prochain mandat? Alors peut-être un petit peu revenir sur ce que sont les caisses d'épargne, 15 caisses d'épargne effectivement, qui sont investies sur vos territoires, qui sont investies avec un contrat d'utilité, ça c'est très important. On a choisi de se développer sur une présence, un ancrage dans les territoires. On a choisi de le faire à travers un contrat d'utilité qui nous engage sur la transition environnementale, qui nous engage bien sûr sur les avancées sociales. On est premier financeur privé du logement social. On accompagne aussi bien évidemment l'économie sociale et solidaire, et puis également qui nous engage bien évidemment sur le développement économique. Et là, c'est réinvestir, et c'est une vraie promesse sur laquelle on s'engage également dans nos 15 caisses d'épargne, c'est réinvestir l'épargne vers des projets en région. Alors on est contraint, un petit peu comme vous, et fortement contraint par bien sûr une réglementation européenne, par la BCE. On s'est inscrit, le groupe s'est inscrit depuis déjà 2021 sur la trajectoire zéro carbone. Ça nous emmène jusqu'en 2050. L'idée, effectivement, c'est d'aller vers une économie décarbonée. Et sur cette trajectoire, bien sûr, on a des engagements vis-à-vis de nos émissions indirectes. Donc, nos émissions indirectes, ce sont nos portefeuilles de financement. Et c'est pour ça également qu'on est en train de développer de plus en plus de solutions qui sont des solutions incitatives, qui vont permettre effectivement de vous suivre en termes de financement sur des financements qui sont vraiment des financements verts, sur lesquels vous, comme nous allons pouvoir communiquer. C'est un engagement qu'on a pris auprès de la BCE. Et puis, pour mieux vous accompagner, c'est aussi mieux vous connaître. Et chaque année, je pense qu'on vous sollicite déjà, ou on vous sollicitera encore plus dans les années à venir, sur finalement cette partie extra-financière. C'est le chemin qu'on a à faire ensemble. Alors, on forme aussi nos équipes, nous, dans nos 15 caisses d'épargne, pour qu'elles soient prêtes aussi à ces échéances-là. C'est le chemin qu'on fera ensemble, parce que vous connaître vos trajectoires, connaître vos préoccupations. Je voyais tout à l'heure sur les slides qui étaient présentés par Antoine Peillon, on parlait de secteurs émissifs. Ce sont des secteurs sur lesquels on travaille tout particulièrement, bien sûr les transports notamment. Pour nous, il y a aussi le sujet du BTP. On a également une pierre angulaire, bien sûr, qui recoupe l'intégralité de nos clients. C'est bien évidemment la partie immobilier. Et cet engagement sur la trajectoire net zéro, elle se fait notamment à l'aune de l'immobilier résidentiel, puisque c'est pareil, il faut accompagner nos clients particuliers sur l'immobilier résidentiel. Donc vous voyez que ça touche vraiment tous les marchés. On reste une banque universelle, on continuera de financer tous nos publics, tous nos clients, tous nos marchés. On reste une banque régionale et coopérative. Et je pense que Sabrina pourra vous en dire un petit peu plus pour la Caisse d'épargne Île-de-France, mais je laisse... Peut-être quelques exemples de déjà quel regard vous portez sur les marges de manœuvre d'endettement, particulièrement vers des collectivités, et puis quelques exemples de marges de manœuvre qui ont pu être débloquées par certains projets. Alors peut-être juste avant de répondre à la question, repréciser la Caisse d'épargne de France. Donc Aurélie, pardon, tu l'as justement souligné. Donc nous sommes une caisse d'épargne territoriale, donc ancrée vraiment sur le territoire régional, où effectivement on a tendance à dire qu'un euro collecté et réinvesti dans le territoire. Et plus concrètement, moi je représente la direction du secteur public. Et le secteur public à la Caisse d'épargne de France, c'est une direction dédiée aux collectivités, donc à vous, acteurs publics, sur 3 dimensions. Donc les collectivités au sens large, les syndicats, les établissements publics, et puis les sociétés qui gravitent autour de ces collectivités que sont le monde des EPL. On en a parlé un peu tout à l'heure lorsqu'on a effectivement indiqué les modes de déconsolidation. Donc on intervient sur les SEM, les SPL, des CEMOP également, et puis toute la partie financement de projets dans le cadre des délégations de services publics, dès lors que vous êtes à la manœuvre en tant que collectivité.
Et donc sur les outils et concrètement les projets que nous avons pu financer, sur l'Île-de-France, on intervient notamment sur la transition énergétique et on voit de plus en plus les collectivités se réapproprier les outils de production à travers des modèles de type SPL. Donc les réseaux de chaleur sont de plus en plus financés par des sociétés publiques locales, aux côtés évidemment de gros syndicats. Je vais en citer un parisien, le CIPEREC par exemple. Et nous, on s'associe aux côtés de la Banque des Territoires pour financer la transition énergétique de nos clients. Ça passe aussi sur la valorisation des traitements des déchets, où on a effectivement la création de CEMOP qui voit le jour et que nous accompagnons. Et puis, toujours dans l'accompagnement, on a effectivement, fort de notre ancrage territorial et puis de notre connaissance approfondie des collectivités, on a noué un partenariat avec l'ADEME qui nous permet d'orienter nos clients, puisqu'il faut se le dire aussi, en fonction des territoires, les clients sont plus ou moins avertis et ont une trajectoire plus ou moins définie en matière de transition énergétique. Donc on les oriente vers l'ADEME pour trouver des solutions en matière de transition. Boris Ravignon, dans les difficultés, vous parliez aussi alors il y a les contraintes excessives et il y a aussi le manque de données parfois. Est-ce que vous pouvez expliciter ces difficultés quand on veut avancer sur les 5 prochaines années, 6 prochaines années sur la transition écologique? Qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qui empêche de faire des projets ou en tout cas les ralentit? D'abord, effectivement, il y a peut-être deux choses dans votre question et je vais essayer de revenir sur les deux aspects. Donc il y a à la fois, effectivement, je pense, des contraintes qui sont parfois excessives. Je vais m'expliquer sur ce terme. Et puis on a effectivement, on discutait en aparté avec Antoine Peillon, parce que je pense vraiment que ça devrait être aujourd'hui la mission du SGPE de nous outiller en données qui sont des données manquantes aujourd'hui sur les trajectoires qu'on doit accomplir. Pour en revenir sur les contraintes excessives, elles sont excessives en quoi? Moi, je ne trouve pas anormal, je trouve même d'ailleurs tout à fait sain et positif que l'État fixe des objectifs, par exemple, sur la performance des bâtiments, sur les gains d'efficacité à opérer sur les bâtiments. Je crois qu'il est tout à fait dans son rôle de faire ça. S'il ne le faisait pas, il n'y aurait a priori jamais aucune cohérence entre ce que nous allons faire, nous, comme gestionnaires de bâtiments ou comme acteurs de politique publique, je pense au logement, à l'habitat au niveau qui nous concerne, et les objectifs que fixe l'État et qui l'amènent à s'engager dans les accords internationaux. Si on n'a pas de cohérence entre les engagements que nous prenons au niveau national et ce qu'on fait au niveau local, alors c'est à désespérer de tout et on n'y arrivera jamais. Donc ça, c'est indispensable. En revanche, ce qui ne l'est pas, c'est de nous contraindre, comme c'est parfois fait, sur les moyens d'atteindre ces objectifs. Et il y a eu... certes, c'était un moment... D'ailleurs, Agnès Pannier-Runacher qui s'en occupait était là tout à l'heure, on aurait pu lui en parler. C'était un moment fin 22, début 23, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans ce moment très fort d'accent très fort mis sur la sobriété énergétique. Là encore, ça n'est absolument pas contestable, mais il y a un certain nombre de textes qui ont été adoptés à ce moment-là, notamment un qui demande d'installer des systèmes automatisés de contrôle sur tous les bâtiments. Le CNEN a fait une évaluation de l'impact de ce petit texte, 1,7 milliard pour toutes les collectivités. Donc, sur 3 années. Donc c'est un coût considérable. Et là, je me pose la question de savoir si c'est vraiment indispensable. Certainement qu'à l'époque, dans la mobilisation, dans la volonté qu'avait l'État de dire on va vraiment aller chercher ces gains de sobriété et de réduire la consommation d'énergie, ça avait une logique. Franchement, nous contraindre à la fois sur les objectifs, ce qui est légitime, mais aussi sur les moyens d'y parvenir, ça me semble cette fois tout à fait contestable et critiquable. Et je ne crois pas que ce soit comme ça qu'on y arrivera. Je pense qu'il vaut mieux essayer de laisser davantage de degrés de liberté aux collectivités, être ferme sur les objectifs et sur les trajectoires. Il ne s'agit pas naturellement, quand on a un objectif à 20 ans, qu'on attende la 19e année pour se poser la question de savoir si on est bien parti pour l'atteindre ou pas, et il serait naturellement trop tard si ça n'était pas le cas, mais vraiment la contrainte sur les objectifs et les moyens, ça c'est pas possible, ça c'est une tutelle sur les collectivités qui à mon avis est totalement improductive et à laquelle on devrait renoncer. Et puis par ailleurs, ça génère des coûts à mon avis tout à fait excessifs, et dans l'équation
pression qu'on essaie tous, Thomas le sait bien, de relever en ce moment pour financer nos investissements, être allégé un tout petit peu d'un certain nombre de coûts que nous avons en fonctionnement, c'est pas mal, ça augmente l'autofinancement. C'est une composante qu'il ne faut pas oublier. Normalement, nos investissements devraient être autofinancés. Bon, si on améliore son épargne brute, son épargne nette, derrière, on a aussi plus de capacité à investir, notamment pour la transition écologique. Et puis, l'autre sujet des données, je serai plus court, parce qu'il découle un peu de ce qu'on vient de se dire. On a vu, là, tout à l'heure, on a parlé de COP régionale. Nous, on est à l'étage, pas du dessous, mais encore celui du dessous. Régions, départements et puis les intercos. Et là, nous, on aimerait bien savoir, justement, commencer à avoir des déclinaisons un peu réalistes, un peu raisonnables, des objectifs qu'il faudrait atteindre. Les objectifs d'émissions de CO2, bon, on peut tous essayer de s'en faire une idée ou les décliner de manière homothétique, mais ça ne nous avance pas à grand-chose. C'est par rapport à la réalité de nos territoires, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Ça, en fait, c'est donc une demande, à mon avis, de trajectoire, d'essayer qu'on nous indique un peu quelles sont les trajectoires qu'on doit suivre sur quelques grands postes, sur effectivement les émissions, sur les parts modales des différents modes de transport, sur les niveaux effectivement d'efficacité agrégés un peu de notre parc de logement. Bon, sur tous ces sujets-là, alors je comprends que le travail est gigantesque et qu'on a certainement pris un peu de retard, mais on n'a pas aujourd'hui de données. Moi, aujourd'hui, je ne fais, comme Thomas j'imagine, que des investissements sans regret. Alors, ce qu'on appelle sans regret, c'est des trucs, on ne sait pas mettre d'indicateur pour savoir si c'est à quel point c'est utile ou pas. On sait que ça va plutôt dans le bon sens. Quand on fait des pistes cyclables et qu'on sécurise l'usage du vélo dans une rue, on peut se dire qu'on va développer un peu plus la part modale du vélo, mais je suis incapable de savoir quel était mon point de départ en termes de part modale, où je vais, où je suis arrivé et où il faudrait que j'aille, encore mieux dans les années qui viennent pour être en ligne avec les exigences. Donc il y a un vrai sujet de data qui n'est pas si simple à traiter, mais je pense qu'il ne faut pas nous laisser, ce ne serait pas une bonne chose là, pour le coup, qu'on ne essaie pas de le traiter nationalement, d'abord parce que sinon on n'aura aucune comparabilité possible, et puis parce que je pense qu'il y a peut-être des gains aussi d'efficacité à faire, à traiter ce sujet-là au niveau national, plutôt que chacun, on se paye, et ça coûte cuir et poil, des études de déplacement pour aller calculer une fois tous les 3 ans ou tous les 6 ans les parts modales de nos différents modes de transport. Je pense que là, honnêtement, c'est là on a vraiment besoin de l'État pour guider et éclairer un peu les trajectoires. Marion Feutet, sur cette question de prospective et de données, vous travaillez sur les PPI climat des collectivités pour essayer de rentrer dans les trajectoires et voir, est-ce que vous pouvez nous détailler un peu en quoi ça consiste et en quoi ce levier peut aider les collectivités, les intercos? Effectivement, on essaye de développer une méthodologie pour justement outiller les collectivités sur des trajectoires, alors pas forcément en tonnes de CO2 ou en part modale, mais en euros, parce qu'on parle des financements et des investissements nécessaires. Comment est-ce qu'on fait ça? Donc en gros, il y a dans une étude qu'on a menée, Panorama des investissements climat des collectivités, conjointement avec la direction des études de la Banque Postale, on a identifié 4 leviers principaux que vous connaissez bien pour financer les investissements. Le premier, ce sont les ressources propres des collectivités, donc les tarifs, la trésorerie, etc. Le deuxième, ce sont les dotations et subventions de l'État. Le troisième, ce sont la fiscalité locale et les taux qui sont à votre main. Et le quatrième, eh bien, c'est la dette et le délai de désendettement que vous pouvez atteindre. Dans cette même étude, au niveau des intercommunalités, justement, on voit que plus de 50% des grosses intercos, donc les communautés urbaines et métropoles, sont en fait dans une incapacité à mobiliser ces marges de manœuvre pour atteindre les investissements climat qui seraient nécessaires. Donc là, on voit qu'il y a vraiment qu'on n'y arrive pas. Et donc, on est face à des choix qui vont être difficiles pour les collectivités, des arbitrages budgétaires qui vont devoir être faits. Donc, comment faire ces arbitrages-là? Quelle trajectoire mettre en place? Comment intégrer les investissements climat à la prospective financière, au plan de financement de la collectivité?
Donc c'est toutes ces questions-là qu'on essaye de répondre actuellement. On essaye d'établir une méthodologie que chaque collectivité pourrait utiliser pour justement mieux comprendre quels sont ses investissements climat. Est-ce qu'elle doit doubler ses investissements? Est-ce qu'elle doit les tripler? Est-ce qu'elle doit faire plus 50%? Donc voilà, de mieux connaître son effort, de mieux connaître aussi les marges de manœuvre à sa disposition. Est-ce qu'elle peut mobiliser plus de dettes? Est-ce qu'elle peut mobiliser plus de ressources propres? Est-ce qu'il y a une question aussi sur justement le calcul des investissements en regardant en coût complet, en intégrant les économies d'énergie, etc., pour voir quelles sont vraiment les capacités financières de la collectivité pour investir. Et donc cette méthodologie, elle sera disponible fin juin pour toutes les communes et intercommunalités, gratuitement sur notre site internet. Donc on invite à toutes les collectivités que ça intéresse à s'en saisir. Et on espère que tous les prochains PPI, donc toutes les prochaines programmations pluriannuelles d'investissement intégreront les besoins climat, parce qu'on a, voilà, on le dit, un dernier mandat pour agir, notamment dans la lutte contre le changement climatique. Donc on espère que voilà, les prochains PPI intégreront ces besoins-là. Et une fois qu'on aura les résultats de cette méthode-là, eh bien, ça pourra aussi aider les collectivités à mieux objectiver leurs besoins, leurs capacités financières et de pouvoir instaurer un dialogue avec leurs financeurs, donc les banques, l'État et tous les autres financeurs des collectivités. Aurélie Richet, à quel point c'est important dans les demandes des collectivités ce type de document et est-ce qu'il faut aller plus loin aujourd'hui dans les clients qui viennent vous voir? Alors, oui, on va aller plus loin. En fait, tout à l'heure, je vous parlais d'un dialogue stratégique que nous menions avec l'ensemble, effectivement, de nos clients, dont les collectivités. C'est très important dans ce qui vient d'être dit, puisque ça nous permet aussi de mieux mesurer, finalement, la trajectoire. Ça permet aussi d'accompagner ces collectivités sur les enjeux en matière, bien sûr, de transition environnementale. Mais il n'y a pas que ça, il y a la partie sociale et sociétale, et il y a la partie gouvernance. Dans la partie gouvernance, on a un gros focus sur la transition numérique, sur le digital bien sûr, et sur la cybersécurité qui est un vaste sujet aussi pour les collectivités. Donc c'est aussi, l'idée c'est d'anticiper, c'est d'être très en amont finalement de ces projets-là, parce que bien évidemment l'échange que les collectivités pourront avoir avec leurs chargés d'affaires est très important. Je pense que dans le questionnement, dans la façon dont on formule effectivement ce dialogue, dans la façon dont on le dirige, c'est aussi très éclairant pour les collectivités. Et tout à l'heure, je parlais des formations. Bien évidemment, on avance pas à pas, on avance en même temps aussi que l'ensemble de nos clients. Et on se forme de plus en plus, les équipes sont de plus en plus formées justement sur ces enjeux de transition. Et puis, bien évidemment aussi, on a des partenariats. Tout à l'heure, on parlait tout à l'heure de l'ADEME avec Sabrina, mais on n'a pas que ça. On a développé pas mal de partenariats qui permettent, par exemple, d'accompagner sur les certificats d'économie d'énergie, par exemple, d'accompagner aussi sur tout ce qui est la transition hydrique. C'est aussi un vaste sujet sur l'eau. On a des enjeux aussi autour de la biodiversité. Donc vous voyez qu'on arrive à avoir quelque chose qui nous permet aussi de bien appréhender ces sujets E, S et G. On va vous donner la parole avant d'élargir aux autres évolutions souhaitables du cadre d'action des collectivités. On va parler fiscalité évidemment, on va parler, on en a déjà commencé, mais simplification et marge de manœuvre au-delà de la transition écologique. Mais peut-être vous, quels outils à disposition pour le prochain mandat? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce que vous avez besoin sur la transition écologique? Et comment vous projetez dans ces 5-6 années à venir avec l'instabilité qu'on connaît aujourd'hui? Des témoignages, des questions, c'est le moment, si vous en avez. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, on va continuer. On va enchaîner avec la question des évolutions institutionnelles. Boris Ravignon, vous aviez une mission avec Catherine Vautrin qui vous avait chargé de prolonger votre rapport
qui était bien au-delà de la question de la transition écologique, qui était sur l'enchevêtrement des compétences et la simplification. Est-ce que cette mission va reprendre, continuer, je ne sais pas où on en est, et puis quel est l'objectif, qu'est-ce que ça doit aboutir à quoi? Alors effectivement, c'est une mission qui connaît, comme les bonnes séries, plusieurs saisons. Donc il y a une première saison qui était effectivement Thomas Cazenave, Dominique Faure. Ça commence à remonter un petit peu. Donc il y avait deux sujets. L'un qui était c'est effectivement de chiffrer ce qu'on a appelé sommairement les coûts du millefeuille administratif. Alors, sauf que notre organisation en termes de compétences, de responsabilité, elle tient honnêtement plus du pudding du millefeuille, et donc c'est ça qui était un petit peu compliqué à chiffrer, mais donc qui aboutit à un chiffrage à au moins 7,5 milliards chaque année de coûts de fonctionnement liés à ces temps de coordination que nous impose la complexité de notre organisation. Et puis il y avait un autre aspect qui était à la demande de Dominique Faure, plutôt de regarder dans une logique vraiment de simplification quels étaient les corpus de normes qui mettent en œuvre les collectivités, qui appliquent les collectivités et qui leur coûtent particulièrement cher. Et donc ça nous avait amené à travailler sur les questions de la commande publique, la gestion de la fonction publique territoriale et puis de la comptabilité publique, donc notamment de séparation ordonnateur comptable. Ça fait l'objet d'un rapport rendu au mois de mai de l'année dernière. Et effectivement, Catherine Vautrin et Laurent Saint-Martin avaient souhaité à l'automne qu'on travaille sur des mesures opérationnelles issues de ce rapport. Donc, ce qu'on a commencé à faire, ce que j'ai commencé à faire, avant que la censure n'interrompe effectivement l'exercice. Et donc, effectivement, je comprends, puisque je le tiens, et de François Rebsamen et d'Amélie de Montchalin, qui ont respectivement succédé à tous les précités, qu'ils souhaitent qu'on poursuive la réflexion avec, là encore, à très court terme, dans une logique qui est finalement une logique de... il y a une contrepartie aux efforts qui sont demandés aux collectivités. Même si le quantum est en train d'être rediscuté dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025, il y aura une participation des collectivités, et plus on sera en capacité de proposer des allègements, des simplifications qui finalement donne un peu d'air, un petit peu de respiration sur la section de fonctionnement des différentes collectivités en parallèle, mieux ce sera. Premier sujet. Puis le second, c'est effectivement de travailler. On voit bien qu'on a quand même des relations financières entre l'État et les collectivités qui sont à bout de souffle. On arrive là au bout d'un système. On a des catégories de collectivités qui n'ont plus de pouvoir de taux, qui n'ont plus d'autonomie fiscale, au sens où elles n'ont pas de ressources sur lesquelles elles pourraient déterminer un quantum de recettes. Les départements et les régions sont dans cette situation. Alors le bloc communal, il y a une possibilité d'en débattre, de discuter. Là, je sais que la discussion est parfois évoquée par certains, puisque la taxe foncière a quelques avantages, mais elle a l'immense inconvénient de n'être payée que par les propriétaires, ce qui, en moyenne, fait 60%, un peu moins de 60% des Français et des ménages. Donc il y a ces sujets-là, et puis je crois aussi vraiment, ceux qui, me semble-t-il, je comprends des débats qu'il y a eu ce matin, ont été évoqués sur la prévisibilité des ressources. Je faisais la remarque à Thomas, un peu en aparté, quand vous mentionniez ce sujet tout à l'heure. Nos ressources, elles ne fluctuent en pourcentage, heureusement, pas énormément d'une année sur l'autre. Mais quand on a des possibilités, par exemple, de soutien en investissement qui... elles se réduisent de moitié ou de 2/3 ou disparaissent complètement, c'est clair que ça peut perturber des plans de financement ou des projets que nous avions. Or, tout ce qu'on vient d'expliquer là montre que sur la transition écologique, plus on balisera l'avenir et on facilitera les choses, mieux ce sera. Donc effectivement, quand même, cette question de comment on donne des perspectives et de la visibilité sur des financements en fonctionnement, en investissement sur plusieurs années, comment on réussit à faire du pluriannuel. Moi, je ne me résous pas à l'explication qui est qu'on a un principe d'annuité budgétaire et qu'on ne pourrait jamais en sortir. Ça me semble quand même vraiment être un petit peu un crime contre l'esprit d'invoquer ça tout le temps. On doit pouvoir arriver à trouver le moyen sur des mandats, notamment, d'essayer de baliser, au moins en investissement, les outils dont on pourrait disposer. Parce qu'on va vraiment avoir besoin de ça pour s'engager de manière aussi importante.
On a à la commission finances d'Interco-de-France Gabriel Beaulieu qui de temps en temps participe, un élu du Grand Besançon, qui dit, je lui emprunte sa formule, c'est parce que la transition écologique, c'est en plus du reste. C'est en plus de tout le reste. C'est-à-dire que pour nous, les collectivités, ça s'ajoute à tous les investissements qu'on doit déjà réaliser pour simplement maintenir notre patrimoine, répondre accessoirement à un certain nombre d'aspirations, alors dont on peut discuter de la légitimité, mais d'aspirations de nos habitants quand on est les représentants sur des équipements collectifs, des demandes aussi de l'État antérieur, comme par exemple l'accessibilité handicapée. Là, aujourd'hui, on vit dans un monde où on fait comme si les ADAP, dont on s'est doté il y a 9 ans, n'existait plus tout à fait. Mais enfin, on va un jour se réveiller en disant mais bon sang, vous avez eu 9 années de plus, où en êtes-vous de la mise en accessibilité? Et on va découvrir que cet Everest de l'investissement déjà à l'époque, on l'a gravi qu'à moitié ou au tiers. Et donc la vraie difficulté aujourd'hui, c'est que ces investissements de transition écologique, ils s'ajoutent à tout ce que nous devions déjà faire auparavant. Alors il y a dedans des choses qui contribuaient bien sûr à la transition, mais on a quand même des investissements spécifiques, on le voyait bien tout à l'heure sur les graphiques, il y a des sommes en plus. Ça, je pense vraiment qu'aujourd'hui, pour arriver à l'affronter, il va probablement falloir mobiliser un peu tous les leviers qui ont été mentionnés jusqu'à présent, à la fois capacité d'autofinancement, des subventions ou des financements bien identifiés, une capacité à traiter comptablement cette dette verte, parce que vraiment, elle n'est pas tout à fait de la même nature que le reste. D'ailleurs, j'entends dans les ouvertures finalement que font les banquiers présents autour de table et la caisse d'épargne. Si la dette elle est logée dans une SPL qui a un objet bien déterminé, des ressources que vous savez identifier, finalement, vous n'allez pas la consolider avec la dette de la collectivité au-dessus, même si elle est actionnaire de la SPL. J'ai compris que c'était ça. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas le regarder, mais ça veut dire qu'il y a quand même... on ne va pas simplement additionner les endettements, sinon ça ne passera plus. Et sinon, on aura un jour des capacités de désendettement qui seront juste intolérables au-delà des 10 ou des 12 années et qui ne nous permettront plus de continuer à faire notre travail. Ça veut dire souvent, on parle de loi de programmation des finances locales. Est-ce que ça doit passer par là? Est-ce que ça doit passer par un volet de la loi de finances plus détaillé, spécifique aux collectivités? Il y a différentes possibilités à Interco-de-France. Je ne sais pas entre vous deux qui veut prendre la parole, mais qu'est-ce que vous attendez avant d'ouvrir le volet de réforme fiscale pure déjà sur cette pluriannualité? Comment on pourrait le rendre concret pour aider les Interco dans le prochain mandat? Un peu comme à Interco-de-France, on a soutenu effectivement les CRTE, c'est-à-dire l'idée de rassembler dans un contrat pluriannuel les investissements réalisés et puis du coup les financements dont on peut disposer. Effectivement, on est cohérent par rapport à cette position. C'est vrai qu'on a tendance à souhaiter qu'il y ait des lois pluriannuelles de financement des collectivités. Ça n'aurait rien de choquant. Dans un certain nombre de cas, l'État adopte des lois de programmation qui, elles-mêmes, sont pluriannuelles. D'ailleurs, prévoit parfois des évolutions qui s'imposent aux collectivités. Quand on prévoit des évolutions de dépenses ou du financement des soldes de financement, de besoins en financement pour les collectivités dans les lois de programmation, eh bien, ça s'impose à nous. Donc oui, on est plutôt partisan, effectivement, qu'on puisse adopter. Alors, la question, c'est sur quelle durée. L'idéal, ce serait effectivement sur le mandat. C'est sûr, parce que ça nous donnerait... Mais si on avait déjà quelque chose de solide sur 3 ans, je pense qu'on ferait déjà un pas très, très important et ça permettrait de rassurer un certain nombre d'élus dans les investissements qu'ils ont à réaliser. Thomas Fromentin, il y a aussi une question fiscale au-delà de la loi de programmation. Quand on préparait cette table ronde, vous m'expliquiez par exemple qu'il y avait une question foncière et sur le ZAN. Qu'est-ce qui pourrait vous aider très concrètement par rapport à votre collectivité pour le prochain mandat sur ce volet de réforme fiscale? Puisque je pense que depuis que je traite les finances locales ou les finances publiques, tous les élus locaux parlent de besoin de réforme fiscale. Par où commencer et qu'est-ce qu'on pourrait faire à courte échéance du prochain mandat qui laisse quand même quelques années?
Oui, je vais tenter de répondre effectivement à cette question qu'on se pose depuis 30 ans. Voilà. Non, mais peut-être quand même revenir à cette question de pluriannualité, juste très très rapidement, parce qu'en fait, à ce jour, je pense qu'on est assez nombreux à le faire de manière un peu artisanale. C'est parce que on noue des relations étroites avec le préfet ou le sous-préfet que sur un projet structurant, il comprend l'importance du projet et il dit bon bah allez, cette année je vous mettrai 300 000 de DTR, l'année après bon, mais il faut qu'il continue d'être là, il faut qu'on soit sûr qu'il va vraiment suivre le projet à long terme, etc., etc. Et donc effectivement, enfin, quelque part, la transition écologique, elle nous oblige sur ce sujet-là. Elle oblige à changer et c'est peut-être en ça qu'elle est intéressante, parce qu'elle oblige à changer nos modes de financement. Parce que, encore une fois, elle ne peut se penser que sur le long terme. Et donc, si on n'a pas adossé des mécanismes de soutien à l'investissement qui se pensent sur le long terme, il y a un hiatus, et ce hiatus, enfin, à un moment, il ne fonctionnera plus. Et d'ailleurs, on commence à toucher du doigt parce que là, il ne fonctionne plus, en tous les cas très difficilement, parce qu'on est rentré dans une grande période d'incertitude budgétaire à l'échelle nationale et qu'on attend que ça redescende pour cette année. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, effectivement, sur la question fiscale. Alors, vous doutez bien que ce n'est pas ici que je vais dire quelle réforme fiscale il faut faire. Mais je voudrais juste poser un élément. C'est qu'on est face à une contradiction dont on a beaucoup parlé au sein d'Interco de France au début de la mise en œuvre du ZAN et notamment de la logique de sobriété foncière. Et puis, voilà, avec tout ce qui se passe, on en parle moins. Et pourtant, c'est à mon avis au cœur du sujet. C'est le fait que, voilà un objectif vertueux du point de vue de la transition écologique, celui de la sobriété foncière. La mise en œuvre assez techno du ZAN, ça c'est une autre question. Mais l'objectif de sobriété foncière et le fait de réduire le foncier utilisé, c'est une nécessité. Nécessité pour les enjeux, encore une fois, environnementaux. Mais notre fiscalité, et Boris vient de le dire, reste assise pour très grande partie sur la question foncière. Des propriétaires fonciers, de la taxe d'aménagement, etc., etc. Mais quelle contradiction majeure de demander aux mêmes, réduisez le foncier que vous utilisez parce que c'est bon pour l'environnement, mais de l'autre côté, votre fiscalité, elle, reste sur le foncier. Moi, j'ai des anciens collègues, mais ils considèrent qu'on est dans un monde de fous. Et en plus, ça a été dit ce matin, ils ont construit toute leur culture politique sur le fait de dire plus on fait des zones et plus il y a d'habitants qui construisent et plus on va encaisser des recettes. Donc, il me semble que de ce point de vue, il y a un enjeu qui rejoint donc un enjeu à retrouver une fiscalité qui se détache de cette question foncière, en tous les cas, qui soit, je vais dire différemment, qui soit en accord avec l'objectif de la transition écologique et en accord avec un autre élément dont on a beaucoup parlé ce matin, dont il faut reparler, c'est le fait qu'on renoue un lien entre ceux qui habitent, résident sur le territoire, créent de la valeur sur le territoire et la fiscalité. Parce que c'est aussi c'est le lien avec le service public. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que l'impôt, c'est pas simplement le fait de comptablement de payer. L'impôt, c'est un enjeu politique, c'est un pot commun. S'il n'y a pas de compréhension sur comment on met dans le pot commun pour que les crèches fonctionnent, les médiathèques fonctionnent, qu'on puisse accueillir des entreprises, etc., etc., à un moment, ça crée une rupture fiscale et ça crée une rupture également démocratique. Donc on a effectivement cet enjeu, on commence à entendre, alors du coup je glisse quelque chose, on commence à entendre parler de l'idée d'une sorte de contribution unique, territoriale. Bon, voilà, il faut voir ce qu'elle recoupe, il faut voir sur quelle assiette, il faut voir comment ça fonctionne, mais à mon avis, c'est un enjeu pour le prochain mandat. Dans les enjeux pour le prochain mandat, il y a les marges de manœuvre que peuvent se donner les collectivités. I4CE, vous avez travaillé sur les budgets verts, on voit les PPI climat là-dessus. À quel point, dans les collectivités que vous avez observées, il y a encore des marges de manœuvre internes
et pas que fiscale, financière, comme on peut le voir venant de l'État. Est-ce qu'il y a encore possibilité, on parle de mutualisation, on parle de rationalisation, de redirection parfois de dépenses brunes vers des dépenses vertes, des marges de manœuvre possibles là-dessus sur les collectivités que vous observez? Alors, je vais revenir un tout petit peu aussi sur la question de la pluriannualité de la loi de programmation. Parce que justement aussi dans les objectifs en fait, qui peuvent se contredire, il y en a un qui est dans la loi de programmation des finances publiques, donc qui concerne l'État et les collectivités. Il y a la question de rembourser le déficit, de rembourser la dette publique, et donc de la contribution des collectivités au remboursement de cette dette publique, qui percute l'objectif des collectivités d'investir plus pour le climat, donc de monter en gros la capacité totale des investissements des collectivités. Donc ça c'est la première chose, on voit, et donc c'est documenté dans nos études, que cette loi de programmation telle qu'elle est faite aujourd'hui, elle n'est pas compatible avec les objectifs climat qu'on s'est fixés collectivement, État et collectivités. Et donc ça pose aussi la question en effet des marges de manœuvre qui sont à la possibilité, à la main des collectivités. Donc on a dans cette même étude étudié différents indicateurs et de voir lesquels sont possibles pour quel type de collectivité. Donc comme je disais, en fait, il y a, pour un certain nombre d'intercommunalités, ces marges de manœuvre elles sont réduites, et notamment pour les grandes, mais pour tout un tas d'autres intercommunalités, ces marges de manœuvre, elles existent. Donc c'est possible de mobiliser plus de dettes, de mobiliser plus de fiscalité. Voilà, il y a des leviers qui existent, et donc la question c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les collectivités puissent les actionner et avoir toutes les conditions nécessaires pour pouvoir le faire. Et donc là, c'est aussi là que l'outil budget vert peut aider les collectivités en intégrant les critères environnementaux au processus décisionnaire, au processus des arbitrages budgétaires. C'est bien là, en fait, le principal atout d'un budget vert, c'est de vraiment embarquer l'ensemble des services à se questionner sur les impacts de sa dépense et s'assurer que son projet, eh bien, il est bien aligné, en ligne avec les objectifs climat de la collectivité. Donc il y a aussi des marges de manœuvre sur les arbitrages qui peuvent être faits à l'intérieur des services, dans une collectivité. Et on est en train de travailler là-dessus aussi, sur la question des arbitrages budgétaires pour le climat. C'est une étude qui va sortir prochainement, donc voilà, petit teasing, comme on dit. Thomas Fromentin, sur ces marges de manœuvre, comment est-ce qu'on se projette dans le prochain mandat, et où est-ce qu'on peut encore rationaliser, mutualiser? Est-ce qu'il y a encore possibilité, et on imagine déjà le prochain mandat qui va commencer, on se projette déjà là-dessus? Alors, je pense que comme sur d'autres territoires, on commence à réfléchir aux campagnes électorales qui viennent. Moi, je ne trahis pas de secret, ce que j'ai dit aux copains, c'est que dans nos programmes, on ne pourra plus mettre le niveau d'investissement et le niveau de service qu'on écrivait dans les anciens programmes. Moi, je n'y crois pas. Je pense que, et qu'au-delà, le rôle de l'élu local en ce moment, c'est d'apprendre à dire non. C'est-à-dire que, bon, je ne dis pas que je ne disais pas non avant, ce n'est pas la question, mais peut-être à le dire nettement plus. En tous les cas, de mon point de vue, c'est que, voilà, comme vous le dites, on n'est pas tous sur les mêmes niveaux. Moi, pour faire simple, on a encore des capacités, l'agglomération, parce que sinon, on ne comprend pas si on ne dit pas en gros le portrait. L'agglomération a encore des capacités d'endettement, mais la question, c'est son autofinancement qui se réduit. Donc, même si vous avez des capacités d'endettement, si l'autofinancement se réduit, il y a un problème. Donc, il faut réduire en tous les cas, il faut maîtriser le fonctionnement. Et tous les cas, nous, dans la période actuelle, on entame parce que certains m'ont dit comment ça va en ce moment. J'ai dit s'il y avait un peu plus de sous, ça irait mieux, parce que on entame une période de, on va dire, réduction des dépenses qui
qui n'est pas extrêmement forte, mais qui vise à préserver l'avenir. Et de mon point de vue, si nous devions aller plus loin, il y aura une vraie question de dimensionnement des services qui va se poser. C'est-à-dire que je pense qu'on sera arrivé au bout des capacités d'optimisation, de mutualisation, d'être plus intelligent, d'être plus créatif, etc. etc. C'est qu'au bout d'un moment, alors sauf à ce qu'il y ait des évolutions réglementaires, nationales, de travail, d'entrecroisement des responsabilités, etc., qui changent, alors là, par contre, là, oui, là, objectivement, on peut retrouver quelque chose, mais à périmètre d'une réglementation nationale, d'une fiscalité et de financement national qui ne bougent pas, je pense que franchement, les logiques d'optimisation on arrivera au bout. Voilà, dans la collectivité que j'ai l'honneur de présider. Boris Ravignon, à Charleville-Mézières et puis dans votre interco, comment est-ce qu'on voit ce prochain mandat? Et puis peut-être pour élargir aussi, à travers votre travail, vous cherchiez à dégager des marges de manœuvre sur la fonction publique territoriale, sur un certain nombre de chantiers. Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans le détail pour voir comment ça pourrait impacter les intercos? Alors, par rapport à ce que vient de dire Thomas, moi j'ai une petite différence, et puis ensuite on se rejoint sur l'idée qu'il faut aussi collectivement qu'on bouge un certain nombre de lignes si on veut aller chercher d'autres gains et d'autres gains d'efficacité. La petite différence, c'est que je crois qu'on n'est pas encore vraiment au bout. Et même si moi ça fait donc 10 ans maintenant que je suis élu et à la fois maire de la ville et président de l'agglomération, je crois quand même qu'on a encore, si depuis le début on a fait pas mal de gains de productivité, sans quoi par exemple j'aurais pas pu baisser les taux de fiscalité de 10% du côté de la ville. Je crois qu'il y a vraiment encore des ressources, et notamment des ressources aussi dans la mobilisation de nos concitoyens. Moi, je vais prendre l'exemple du secteur des déchets, dans lequel, effectivement, a été créé un cadre national dont j'ai compris la pertinence, même s'il m'est arrivé de trouver que la hausse, notamment de la TGAP qui nous touchait, était quand même extrêmement forte. Pour que tout le monde comprenne bien, les tonnages d'ordures ménagères, que si vous les envoyez en valorisation énergétique ou a fortiori, et c'est notre cas, parce qu'on est un petit département rural avec dans un centre d'enfouissement technique, elles sont frappées par une taxe générale sur les activités polluantes, la TGAP, dont l'État a multiplié le niveau par 5 entre 2019 et 2025. Avec dans l'idée de sanctionner ceux qui produisaient trop d'ordures ménagères. Et donc ça, c'était censé nous encourager, et c'est ce qu'on a fait, je crois, vraiment en travaillant de manière très étroite avec nos concitoyens, parce que sinon ça ne marche pas, pour développer le tri partout où c'est possible. Dès qu'on a eu des outils un peu convaincants, sortir les biodéchets, là aussi les collecter, les envoyer en méthanisation, enfin bon, ce travail-là fait que sur cette période, et je vois je fais la comparaison avec les intercommunalités, les 7 autres intercommunalités du département qui peu ou prou ont été obligés d'augmenter leur fiscalité pour faire face à cette situation. On a réussi, nous, à la baisser. Alors c'est passé par des moments un peu critiques, puisque quand vous dites aux gens qu'on ne va plus ramasser les ordures ménagères qu'une fois tous les 15 jours, au mois de janvier, au mois de février, ça va bien. Quand on se rapproche de l'été, et que c'est quand même un peu plus rude. Mais on a tenu bon. Au contraire, on a plutôt essayé de trouver les solutions pour... Et donc, au final, ça a fonctionné. On a réduit de 25% notre tonnage d'ordures ménagères depuis qu'on a lancé cette opération, c'est-à-dire à la fin du mandat précédent. Et donc, pour l'instant, ça tient. Et on peut même arriver à tenir ce qui, je crois, en matière de transition est le vecteur le plus puissant. Quand vous dites aux gens que l'acte que vous leur recommandez va leur permettre d'épargner leur pouvoir d'achat, voire d'y regagner, alors là, vous avez l'efficacité maximale. Et donc, pour l'instant, nous, on est capable de dire, triez mieux, faites attention, acceptez un certain nombre d'efforts, etc. Et derrière,
on sera au moins capable de maintenir les taux de fiscalité, voire peut-être même de les baisser. Et avec la taxe incitative qu'on va mettre en place, individuellement même, on va essayer de récompenser la vertu des uns et des autres. Donc je crois qu'il y a encore des gains de productivité. Et c'est probablement encore plus vrai au niveau agrégé global. Enfin, un pays qui a autant de centaines de milliards de dépenses publiques ne doit pas désespérer essayer de la rendre plus efficace et donc de la diminuer un peu. Mais après, je pense qu'il y a vraiment aussi des cadres qui pèsent trop lourdement. Donc moi, c'est un combat qui rejoint chez celui de Sébastien Martin. Je crois qu'il en a parlé tout à l'heure, d'ailleurs, au moment de ses vœux. Je voudrais qu'on en vienne à revoir un tout petit peu, par exemple, notre organisation comptable et financière, qui fait que quand on achète des gommes et des crayons, eh bien, le service technique atteste, comme dans toutes les collectivités ici présentes, le service fait, ça va au service des finances, qui vérifie un certain nombre de choses, et puis ça passe à la trésorerie municipale qui revérifie exactement les mêmes choses, tout en nous demandant au passage, en pièces justificatives, tous les documents afférents, notamment le marché public, etc. Et s'il manque une seule des pièces justificatives, même s'il ne le contrôle pas, eh bien ça revient chez nous jusqu'à ce qu'on les fournisse. Donc il y a là énormément de temps perdu et je crois de contrôle en doublon pour qu'au bout du compte, le fournisseur soit payé. Je crois qu'on a des chaînes de contrôle de notre dépense qui sont aujourd'hui d'un coût excessif par rapport aux services qu'elles garantissent. On a qualité comptable, voilà, qui n'est pas extraordinaire, mais qui, je crois, est bonne. Et on doit pouvoir effectivement en faire mieux. Et là, effectivement, ce n'est pas nous tout seuls dans notre collectivité qui pouvons faire ça. Il faut qu'il y ait un vrai changement au niveau national et que la DGFiP, qui emploie aujourd'hui 16 000 agents, 16 000 à contrôler et à tenir les comptes des collectivités, eh bien, réfléchissent et nous aident, nous accompagnent dans une évolution. Je pense que c'est un peu l'histoire de la décentralisation, l'histoire de faire confiance aux collectivités. On a levé un certain nombre de contrôles qui étaient des contrôles a priori, comme par exemple celui qu'il y avait sur la légalité de nos actes. Eh bien, je pense que, y compris sur le plan budgétaire et comptable, aujourd'hui, on doit pouvoir passer dans un système de contrôle a posteriori. Vous l'avez compris, hein, simplement en évoquant le chiffre du nombre d'agents occupés. Il y a de vrais enjeux budgétaires, d'économies à réaliser pour tout le monde sur ce sujet. Un des gros postes, c'est la masse salariale aussi. Là-dessus, vous défendiez dans votre rapport, et je crois que vous travaillez encore dessus, sur les simplifications, les flexibilités qu'on pourrait mettre dans la gestion de la fonction publique territoriale. Ça consisterait en quoi ? Alors là, on est parti d'un constat. Alors ça, il peut paraître un peu sommaire, mais on en a parlé avec Thomas, parce qu'il connaît bien les questions de fonction publique territoriale. Je représente notamment au CSFPT, c'est ça ? Ouais. Et donc, le constat, c'est quel est le coût de gestion d'un fonctionnaire territorial ? On fait les calculs, on arrive à un coût qui est autour de 1 500 € par agent géré. Quand on regarde ce que coûte un salarié du privé à gérer dans une entreprise privée, alors tout ça, ce sont des données très agrégées, mais quand même, elles révèlent des choses, on est à 500 €. 500 € d'un côté dans un cadre privé, 1 500 € dans la fonction publique territoriale. Très honnêtement, je ne suis pas certain que la justification d'un rapport de 1 à 3 puisse être faite. Donc le vrai sujet, ce n'est pas d'un alignement pur et simple sur une gestion de droit privé, encore que j'ai jamais entendu dire que le Code du travail était particulièrement simple ou négligent dans notre pays, mais même si on revoit certains aspects, on a commencé à le faire. La loi de 2019 a encouragé une certaine simplification, qui toutes ne sont pas rentrées d'ailleurs dans les faits, mais je crois que c'est là qu'il y a à travailler, c'est vraiment qu'on garde les choses qui sont essentielles, le dialogue social, on y est tous attachés, la façon dont on l'organise, le temps qu'on passe et qu'on y consacre, me semble, à mon avis, être un sujet discutable et qui doit être discuté. Je pense que on a du mal à imaginer, mais la comparaison, c'est celle-là, quand on prend un acte individuel de rémunération à l'égard d'un agent, ça s'accompagne d'une démarche de participation et de dialogue social, puis ensuite d'un arrêté, systématiquement, même s'il s'agit de bouger un échelon. Dans une entreprise privée, imaginez que chaque fois que vous octroyez une augmentation à quelqu'un, il faut que vous alliez en discuter pendant plusieurs heures avec les organisations syndicales représentatives,
Puis ensuite, que vous preniez un acte formel, administratif, qui va être dans le dossier pour l'agent en question. Enfin, rien que ce formalisme-là, me semble-t-il, doit pouvoir, dans un certain nombre de cas, être allégé. Et donc, il y a, je crois, des gains importants. Il y en a aussi... je comprends qu'il y a une volonté d'essayer d'aborder ce sujet sur l'absentéisme, où on a l'absentéisme pour maladie ordinaire qui quand même a tendance à augmenter de manière significative, et on n'a pas, nous, collectivités territoriales, des possibilités de contrôle qui sont très importantes. On n'a même pas, comme une entreprise pourrait l'avoir, la possibilité de faire intervenir le service de santé, les médecins conseils de la Sécu. Ça nous est interdit, et donc on est, je crois, quand même souvent un peu... victime et impuissant face à la montée de certaines formes d'absentéisme. Dans les leviers, il y a celui de l'endettement. On en a un peu parlé, mais pas totalement. Comment vous voyez sur ce prochain mandat, soit Aurélie Richet, soit Sabrina Boutet-Toup, les leviers d'endettement des collectivités? On dit qu'elles sont globalement peu endettées encore. Est-ce que c'est ce que vous voyez chez vos clients, et est-ce qu'il y a encore des marges de manœuvre aussi de ce côté-là? Alors là aussi, je pense que c'est assez hétérogène en fonction des territoires. Et certaines collectivités, pour trouver des marges de manœuvre, vont utiliser des outils qui existent déjà. Hein. On en a un peu discuté sur les EPL, donc des SPL notamment en matière de transition énergétique. Et puis d'autres outils privés combinés avec des industriels, hein, dans le cadre de délégation de services publics. C'est ce qu'on observe en tout cas en Ile-de-France, c'est ce que l'on observe, mais je pense que ce n'est pas qu'en Ile-de-France. Sur d'autres territoires aussi, on observe l'émergence de ces outils pour déconsolider aussi l'endettement des collectivités. Encore faut-il que la déconsolidation soit réellement actée, parce qu'il y a encore aujourd'hui des discussions autour de la déconsolidation. Donc voilà, c'est des sujets que l'on surveille de près. On va donner la parole à la salle. Comment vous projetez dans ce prochain mandat intercommunal? Est-ce qu'il y a déjà des marges de manœuvre internes ou des besoins d'évolution souhaitables que vous voyez et qui deviennent urgentes pour ce mandat 2026-2031? Oui. Olivier Landel, directeur général de l'Agence France Locale, la Banque des collectivités. Juste pour compléter ta dernière question et ce que disait Thomas Fromentin, en fait, on a regardé la capacité d'emprunt nouveau potentiel pour les collectivités locales dans leur ensemble. Ce qui, je suis bien d'accord, n'a pas beaucoup de sens puisqu'il y a beaucoup de cas particuliers, mais quand même, quelques repères. Aujourd'hui, la durée moyenne de désendettement, c'est 4 ans et demi. C'était fin 2023. Un an de plus, c'est 47 milliards d'euros qu'on peut dégager en supplément. Marion nous rappelait les chiffres, donc c'est au-delà de notre capacité. Comme l'a dit Thomas Fromentin tout à l'heure, ce qui bloque, ce n'est pas tellement cette capacité, c'est la non-visibilité sur l'autofinancement. C'est ça qui bloque en fait. C'est l'incertitude permanente sur je ne vais pas m'endetter plus parce que je ne suis pas certain. Voilà. C'est pour ça que je voudrais faire le lien avec la page 69 de ton rapport, Boris, une fois de plus. Parce que tu parles souvent d'ordonnateur comptable. Tu sais que c'est un combat que je n'ai pas encore réussi à gagner. Et heureusement qu'il y a des gens plus jeunes pour le porter. Mais la page 69 du rapport de Boris Ravignon, dont je conseille la lecture à tous, c'est celle sur les subventions d'équipement, et qui a une petite phrase qui dit, mais si au lieu de donner des subventions d'équipement, on donnait des subventions en fonctionnement, ça aurait beaucoup plus d'effet, parce que ça aurait un effet de levier sur l'autofinancement et donc sur une capacité d'endettement qu'on pourrait débloquer. Et j'avais fait un petit calcul de coin de table à partir de ton rapport. Au moment l'année dernière où on disait qu'il fallait 3 milliards de baisse, hein, le fameux fonds dont on ne sait pas trop d'ailleurs qu'on ne récupérera jamais, on est bien d'accord. Et le calcul montrait que les 970 millions de coûts de gestion que tu avais identifiés, si on les supprime, si on enlève 5 milliards de dotation d'investissement, et donc que ces 6 milliards, on les remplace par 3 milliards de fonctionnement dans un CRTE,
eh bien, on a une capacité d'investissement bien supérieure à ce que sont les 6 milliards. Donc on fait économiser 3 milliards à l'État et on fait plus d'investissement. Voilà, c'est ce genre de choses qui sont dans les rapports, qui ne sont pas si compliquées que ça, parce que ce n'est pas une grande réforme fiscale, ce n'est pas une contribution unique, locale ou territoriale à mettre en place, mais on a des solutions aujourd'hui. Je ne sais pas, je voulais vous faire réagir sur ça si vous souhaitez. Thomas Fromentin ou Boris Ravignon là-dessus? Simplement sur ce sujet, parce que pour qu'on comprenne bien, en fait, on part du constat qu'on a aujourd'hui des subventions à l'investissement de la part de l'État qui sont croissantes et qui passent par de multiples canaux. Alors effectivement, dont certains apparaissent comme ça quand même assez clairement redondants. La DSIL et le fonds vert, peuvent avoir des objets largement en commun. La DETR, c'est un peu différent, mais c'est quand même 3 gros tuyaux de financement, et s'y ajoute une ribambelle d'autres plus petits. Et au total, effectivement, on arrive à des montants très significatifs. On est à 6 milliards, effectivement, en 23, mais je pense que ça a encore augmenté depuis, parce que l'année 24 avait des montants de fonds verts plus importants. Et donc, on est sur des sommes très importantes qui, en fait, le fait d'aller rechercher ces sommes-là génère des coûts de dépôt de dossier, d'instruction côté collectivité, côté État. Une gestion que nous connaissons. On a tous, a priori, une collectivité au moins d'une certaine taille, des agents qui sont dont le job consiste à effectivement monter les dossiers de subvention. Alors en plus, il y a un petit durcissement de la jurisprudence qui fait que désormais, il faut absolument des délibérations systématiques et donc on passe en conseil, dans nos instances, des délibérations sur des plans de financement avec 4 ou 5, 6 lignes, parce que parfois il y a l'Europe qui s'ajoute aux différents niveaux de collectivité. Et ensuite, tout ça coûte, et le coût, on l'avait évalué effectivement à un peu moins d'un milliard de coûts de coordination, de coûts d'instruction, de gestion de ce système de subventions croisées. Et donc, la proposition qui paraissait nous permettre de se débarrasser de ces coûts d'instruction et en même temps de garder au bénéfice des collectivités les sommes, c'était de porter finalement cette somme de subvention d'investissement dans le fonctionnement. Alors moi j'imaginais que ça pouvait être ce qui permette enfin, parce qu'on en rêve depuis des années, de réformer la DGF. Parce qu'on se dit on va faire la réforme de la DGF, on a le président du CFL qui en avait été chargé, qui a dit moi je ne sais pas le faire à coût constant, encore moins à coût réduit. Là on a peut-être une somme assez importante qu'on pourrait finalement rebasculer en fonctionnement, qui permettrait d'avoir une DGF mieux assise, plus pertinente, plus importante, qui solvabilise les collectivités. Et ensuite, effectivement, les investissements seraient financés par l'autofinancement, par l'épargne, comme ça l'a longtemps été dans un certain nombre de cas, et un système que l'État lui-même a un peu dévoyé. Moi, je me souviens encore, quand j'ai été élu il y a une dizaine d'années, les dépenses que nous faisions dans nos écoles, il venait à l'idée de personne d'aller solliciter l'État pour financer des investissements scolaires. De la même manière, les investissements d'accessibilité au handicap, pour le handicap, au tout début, en 2014, c'était un sujet qu'on ne finançait pas. Aujourd'hui, avec la DSIL, avec le fonds vert, on peut aller chercher. Et donc, voilà, je crois que alors c'est compliqué. Je sais que ce discours-là est difficile parce que naturellement, comme élu, on cherche toujours à avoir le maximum, les niveaux de subvention les plus élevés sur tous nos projets. Mais collectivement, je pense qu'on est en train de ruiner un peu nos relations entre nous, et ça nous coûte très cher. Il y a au milieu du quai, on l'avait vu, c'était le gouvernement Barnier, mais ça, il y a qui était de faire une dotation unique. De faire une dotation unique et un dossier unique. Est-ce que ça irait dans le bon sens, et est-ce que ça pourrait être le début du chemin pour ça? C'est pas si simple, mais d'ailleurs, je sais pas où en est cette démarche. Elle est clairement pas simple, et elle est, je crois, de toute façon, vue parce que j'ai rencontré un certain nombre
représentants on va dire du monde écologiste, écologique, ils ont l'impression que c'est la disparition du fonds vert et donc c'est un retour en arrière sur les possibilités de financement de la transition. J'ai plutôt l'impression que si on a un outil de financement encore plus large, finalement, à la main du préfet et des collectivités, on doit pouvoir avoir quelque chose qui, y compris, finance encore mieux et encore plus. Mais bon, les discussions, à mon sens, ne sont pas terminées. Non. Oui, c'est intéressant, mais ce n'est pas exactement ce que propose Boris, et qui me semble plus intéressant sur un autre point, dont on a parlé ce matin, dont il faut reparler, c'est le respect de l'esprit de la décentralisation. Parce que si on considère que, en gros, on fait une cote mal taillée pour réabonder le fonctionnement des collectivités dans le cadre d'un contrat qui, lui, pour le coup, pourrait être pluriannuel, et que, du coup, avec cette enveloppe financière, on laisse à la collectivité la capacité de choisir ses investissements parce qu'elle retrouve de l'autofinancement et donc de la capacité d'endettement, on retrouve aussi, je parle bien de retrouver, parce que je pense qu'on l'a un peu perdu, l'esprit de la décentralisation qui consiste à dire la collectivité, on lui transfère des compétences et elle les administre librement avec des moyens dédiés. Si on conjugue ça avec une fiscalité qui soit plus simple, plus lisible, il me semble que l'on ferait un grand pas en matière de décentralisation, et pour reprendre encore ce qu'on disait ce matin, et donc d'efficacité de l'action publique auprès des habitantes et des habitants du territoire, parce que c'est comme ça que ça compte, parce que il me semble que la décentralisation est plus efficace, en tous les cas, sur un certain nombre de sujets. Il y a des grands sujets sur lesquels, notamment les très gros enjeux énergétiques, je pense qu'on est quand même dans un domaine national européen, bien entendu. Peut-être un dernier appel à la salle, s'il y a des frustrations avant de clore cette table ronde. Et bien sinon, on va remercier nos intervenants et merci beaucoup. Merci aux intervenants, merci aussi à l'animateur pour l'animation de cette table ronde qui a été menée dans un respect des délais remarquable. Et il faut les tenir parce que les horaires de train font qu'au fur et à mesure, la salle est en train de se vider. Donc merci d'avoir permis à ceux qui ont encore des trains d'y accéder. Et puis je me permettrai juste pour conclure cette journée un mot de remerciement aux élus d'Intercommunalité de France qui sont intervenus sur ces différents temps de la journée et finances et la cérémonie de vœux, et puis également aux équipes d'Intercommunalité de France, puisque pour organiser une journée comme ça, c'est la mobilisation de tous les talents de l'équipe, et donc je pense qu'on peut les remercier de leur participation.